Bonsoir, puisque dans quelques heures nous allons irrémédiablement basculer vers la nouvelle année, je vous propose de retenir un instant encore un souffle de notre enfance. Ce souffle est celui de l'un de nos héros de bande dessinée les plus attachants, car porteur précisément de certaines valeurs de l'enfance. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr de Tintin. Dans la série des aventures imaginées par Hergé, Tintin au Tibet tient une place privilégiée, car comme le dit si joliment Michel Serres, c'est une histoire pleine de rareté. Quoi qu'il en soit, c'est l'un des plus beaux récits jamais écrits sur la montagne, même s'il a été par quelqu'un qui ne sortait pratiquement jamais de son atelier de Bruxelles. Pour ce dernier rendez-vous de l'année 94, voici donc, par Dominique Sansfourche, quelques clés pour mieux comprendre la jeunesse de Tintin au Tibet. Avant leur départ, ils s'étaient promis d'emporter le livre dans leur valise, mais ils l'avaient finalement oublié. À Katmandou, ils avaient gravi les marches qui mènent au stupa de Swayambonat, surpris de sentir à quel point il leur était familier. Puis ils s'étaient perdus dans les ruelles de la ville, à la recherche du temple qui leur avait donné tant de désirs de voyage lorsqu'ils étaient enfants. Une fois devant lui, ils l'avaient trouvé non pas moins beau, mais presque moins fort, comme dilué dans la réalité des choses. Alors, ils avaient pris les chemins qui mènent aux grandes montagnes, en se disant qu'à leur retour, ils reliraient le livre. Doit-on rappeler l'histoire? Tintin, alerté par un message télépathique, part à la recherche de son ami Chang, unique survivant d'un accident d'avion au cœur de l'Himalaya. Plus d'une fois, la trace de Chang recoupe celle de l'abominable homme des neiges. Tintin et Haddock affrontent les dangers de la haute montagne en pure perte, mais poursuivent leurs recherches contre toute logique. Soigné dans une lamasserie et guidé par la vision d'un moine, Tintin retrouvera son ami dans l'antre du Yéti. Hergé a toujours considéré que Tintin au Tibet était son meilleur album, c'est aussi celui dans lequel il a mis le plus de lui-même, maîtrisant parfaitement les difficultés d'un scénario aux tonalités jusqu'alors inexplorées par la bande dessinée. C'est un trou noir, Tintin, dans le milieu de la montagne. On peut se référer en général à Frison-Roche, on peut se référer à Terray, on peut se référer à Bonatti, j'en sais rien. Et puis Tintin, ça n'apparaît jamais dans l'imaginaire de la montagne. Et pourtant, j'allais dire, quand on est gamin, on découvre... Comment est-ce qu'on découvre autrement la montagne que par Tintin? La montagne, comme paysage, ça ne me dérange pas trop. Mais s'obstiner à grimper sur des tas de cailloux, ça me dépasse. D'autant plus qu'il faut toujours finir par redescendre. Alors, à quoi ça sert, je vous le demande? Chang est vivant, capitaine. Je commence à en avoir plein le dos, moi, de votre Yéti. Qu'il se montre une bonne fois, cette espèce de loup-garou à la graisse de renoncule de 1000 tonnerres de Brest. Capitaine, vous êtes le plus chic type de la Terre. Hélas, jeune étranger, ici au Tibet, la montagne garde ceux qu'elle a pris. Les vautours se chargent de les faire disparaître. Pour passer à gauche, Yves. Passez à gauche, je voudrais vous y voir. L'image a cette puissance de fascination parce que le récit est somptueux. C'était en même temps un bon dessinateur, mais aussi un scénariste extraordinaire. Oui, vous savez, c'était un homme de génie. C'est peut-être le seul génie que j'ai connu dans ma vie. Comme toutes les aventures du petit reporter, Tintin au Tibet a été élaboré dans le calme d'un studio de dessin de l'avenue Louise à Bruxelles. À la fin des années 50, Hergé est au sommet de son art. Il continue d'imaginer ses scénarios en se documentant avec précision, mais sans voyager, il n'en a pas le temps. Il traverse alors une grave crise morale.
Bouleversé par un changement radical dans sa vie sentimentale, il est obsédé par des rêves effrayants où domine le blanc. Son trouble se répercute sur son travail. Où Tintin doit-il aller à présent? Sur les pages de ses carnets, plusieurs pistes s'élaborent qui traduisent ses doutes. C'est un homme qui travaillait depuis 1924, pratiquement sans congé, sans vacances, sans week-end, mener des aventures de Tintin, de Quick et Fluke, de Joe Jet, de couverture du petit 20e, etc. Bon, c'est un travail dément qu'il a fait, et puis il était épuisé, il était fatigué. En plus, il y avait eu la fin de la guerre qu'il avait secoué parce qu'on l'avait accusé de collaboration et qu'il n'était pas collaborateur, mais qu'il s'était mouillé d'une certaine façon dans un milieu qui était collaborateur. Tout cela mis ensemble, peut-être aussi qu'un homme de 50 ans arrive à se poser des questions sur son métier, sur sa carrière, et que le Tintin au Tibet, c'est un album où les questions ont été posées au dessinateur et au narrateur. Hergé est à la recherche d'autre chose. Au fond, il en a un petit peu marre de l'aventure manichéenne, des poursuites, des bons, des méchants, etc. Il a envie de quelque chose de plus dépouillé, de plus abstrait, quelque chose où il fait entrer finalement ce qui le concerne vraiment à cette époque, c'est-à-dire cette espèce de crise intérieure qu'il est en train de vivre, cette hésitation entre plusieurs modes de vie, et peut-être cette aspiration aussi à quelque chose d'un peu plus, je ne vais pas dire plus abstrait, mais plus épuré que dans les autres Tintins. Et c'est tout ça que le Tibet va incarner. C'est aussi la confrontation avec un univers presque blanc, où le dessin se réduit à peu de choses, où Hergé, dessinateur et narrateur, va devoir aller au-delà de ses limites. Il a du mal, si vous voulez, à déterminer la raison pour laquelle Tintin va se rendre au Tibet. Ce qui est remarquable à travers les brouillons, les quelques brouillons qui nous restent, c'est de voir cette espèce d'obsession mythique du mot Tibet, et sans doute du contexte tibétain aussi, depuis très très longtemps. Depuis, je veux dire, avant-guerre déjà, il y a des notes dans lesquelles le mot Tibet revient. Le Tibet des années 50, c'est celui de l'invasion chinoise. L'armée de Mao Tse-tung franchit le Yangtze et s'empare du pays des neiges, dans l'indifférence générale. Peu de temps après, la Chine se lance dans une violente campagne de répression contre la religion bouddhiste. Les fermetures de monastères et les arrestations des lamas se multiplient. Craignant d'être déporté à Pékin, le jeune Dalai Lama décide de prendre le chemin de l'exil. Il quitte Lhasa et se réfugie en Inde avec des milliers de fidèles. Le Tibet qui intéresse Tintin et qui intéresse Hergé, c'était un Tibet dépouillé de tout. C'était un Tibet presque hors de l'histoire. Bon, d'abord, il faut se dire que Hergé a conçu son scénario à une époque où les informations sur la situation réelle du Tibet par rapport à la Chine étaient très lacunaires. La presse occidentale disait peu de choses. Et en plus, les grands événements comme la fuite du Dalai Lama sont survenus à un moment où Hergé était très très loin dans son récit. Donc il n'aurait pas voulu faire un reportage, intégrer à chaud l'actualité. Ce qui l'intéresse, c'est de prendre le Tibet dans une version qui finalement remonte presque au Moyen-Âge, qui est l'image du pays inaccessible, l'image du pays de toutes les difficultés, du pays de toutes les raretés, comme dit Michel Serres. Et c'est là qu'Hergé va nous construire son Tibet. Bon, le Lotus Bleu était par exemple un album d'actualité, un album de regard sur l'actualité. Mais Tintin au Tibet, non, c'est une image du Tibet éternel, c'est-à-dire de ce que le Tibet peut susciter en nous comme sentiment. Je vois le jeune garçon à qui appartient cette écharpe. Il est étendu sur une couche de branches de genévrier. Sache, noble étranger, qu'ici au Tibet, beaucoup de choses se passent qui vous paraissent incroyables à vous autres occidentaux. Ce Tibet ésotérique et merveilleux, Hergé l'a trouvé dans les pages des livres d'Alexandra Davinel, la première occidentale à se rendre en exploratrice à Lhasa en 1924, bien avant Tintin. Il est encore explorateur, mais il n'est plus explorateur d'un endroit inconnu,
Il est explorateur d'une chose plus subtile. Un accident est arrivé, cet avion portait un de ses amis chinois, et c'est plutôt l'exploration de la fraternité humaine, ce que peut la fraternité humaine. Un ami est en danger en montagne, on y va. Toute chose cessante, on y va. Vous voyez, les montagnards savent ça. Venant de Bombay et se rendant à Londres, un Constellation de l'Air India a disparu dans les Alpes avec 48 personnes à bord. Aussitôt après l'annonce du désastre, l'avion du capitaine Guérin prenait l'air pour tenter de retrouver l'appareil et survolait la chaîne frontalière franco-italienne, zone présumée de l'accident. Après plusieurs heures de recherche, l'appareil de secours découvrait, à la droite d'une arête rocheuse, la carcasse du Constellation, autour de laquelle on ne décelait hélas aucun signe de vie. La catastrophe du Malabar Princess en 1950 marque profondément l'opinion publique. Elle amènera Henri Troyat à écrire son roman « La neige en deuil » et elle fournira à Hergé l'élément qui manquait à son scénario pour que la présence de Tintin et du capitaine Haddock sur les pentes enneigées du Tibet soit crédible et pour que soient réunis les différents acteurs de l'histoire. Hergé trouve l'idée de Chang. Il note Chang sur le bas d'une page d'esquisse, et là on a l'impression que le récit commence à se mettre en place. Le récit va tourner autour de Chang. On veut retrouver Chang. Pourquoi? Et alors là, effectivement, Hergé, qui est une éponge, qui a vraiment proposé une espèce de traversée du siècle à travers toutes les aventures de Tintin, eh bien, il s'imbibe de tous les incidents qu'il peut y avoir autour de lui. Et donc il va se lancer dans cette piste de l'accident d'avion comme un déclencheur premier pour mettre en route l'histoire. Et puis, dans l'actualité de cette décennie, il y a l'énigmatique Abominable Homme des Neiges, le Yéti dont on confie le scalp présumé à Sir Edmond Hillary, le vainqueur de l'Everest, pour fin d'expertise, et qu'Hergé rêve de mettre en scène. Toi, Paris, Saïd, Yéti existait. Lui, très grand, Saïd, très fort. Lui assommé Yak avec son poing. Lui, très méchant. Mangé yeux et mains, homme tué par lui. Maintenant, la machine est lancée et le studio Hergé se met au travail. Le père de Tintin dispose avec lui d'un outil des plus performants. Assistants, coloristes vont aider Hergé à relever tous les défis techniques de l'album. Et pour dessiner la montagne, Hergé va s'appuyer sur le talent d'un de ses plus fidèles collaborateurs, le dessinateur Bob de Moor. Oui, parfait. Tout à fait bien. Parfait. Roger Leloup, le créateur de l'héroïne de bande dessinée Yoko Tsuno, était à l'époque un tout jeune assistant chargé de dessiner dans les pages de Tintin les éléments de la vie quotidienne. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas refaire une montagne qui est toujours la même. La montagne, elle change, elle n'est jamais la même, elle n'a jamais le même visage. Et je pense que c'est ça qui a une très grande force. Des pierres sur des pierres, ce sont des pierres, mais il faut les faire vivre, quoi. Il faut qu'il y ait des plans. Qu'on sente, en fait, on est sur 2 dimensions, il faut sentir les plans des rochers, les creux, les anfractuosités, sans pour ça arriver à une telle complexité que l'arrière-plan devient illisible et que le personnage ne se détache plus dessus. C'est ça la difficulté de la montagne. Si on n'est pas un tout grand dessinateur et qu'on se met à dessiner des grands blancs comme ça, on va en effet créer des vides qui seront très, très, très pénibles pour le lecteur et qui seront finalement des vides où il ne se passera rien et où l'histoire risque de se perdre. Par contre, si on a le sens du blanc, non pas comme vide, mais comme plan générateur, parce
Parce que ça, on sait que les grands peintres du blanc sont des gens qui ont travaillé sur le plan générateur, c'est-à-dire un plan qui génère des choses qui ne sont pas encore dites. Donc, quand vous regardez Tintin au Tibet, vous voyez tourbillonner des choses, vous voyez surgir des choses constamment de ce grand plan blanc vertical qui est là et qu'il faut franchir. Hergé aimait la montagne, donc tout ce qu'il a vécu en montagne, même si c'est en Suisse, quand même, la montagne, l'éloignement, la montagne reste la montagne. Hein. Ce sont des blocs de pierre, de la neige. Et je crois que ça, il a quand même retransmis beaucoup de son amour de la montagne dans Tintin au Tibet. L'heure est arrivée. Le 3 juin, à l'aube, ils partent vers le sommet. La marche est épuisante. Chaque pas est une victoire. Pour dessiner la grandeur de l'Himalaya, Hergé va s'inspirer des photos et du film réalisé par le cinéaste Marcel Ichac lors de l'expédition française à l'Annapurna. Mais perfectionniste dans l'âme, il recueillera lui-même auprès de Maurice Herzog les détails qui lui manquent encore. Au-dessus d'eux, il n'y a plus rien que le ciel. À propos de l'Himalaya, il voulait savoir quelles étaient les dimensions, l'impression que j'avais de la hauteur de ces montagnes, non pas la hauteur mathématique, puisque bien sûr tout cela est connu presque au millimètre près, mais l'impression de grandeur, d'immensité, le fait que dans le lointain, au travers des brumes, on voyait quelquefois apparaître des montagnes, les gorges, les rivières, comment elles se dessinaient, elles se faufilaient entre les massifs de montagnes. Vous voyez, des renseignements de ce genre. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à un homme de bonne volonté, consciencieux, soigneux, rigoureux, qui écrivait au fur et à mesure que je parlais, non pas au mot près, mais qui prenait des notes assez larges, assez importantes. Donc, je n'ai pas eu du tout l'impression d'un homme qui allait inventer une histoire valable historiquement, ou ayant un succès mondial. Pas du tout. J'ai eu l'impression d'un étudiant, presque, voyez-vous, de bonne volonté, qui voulait passer un concours et qui voulait réussir. Alors, inutile de vous dire que depuis, j'ai compris que le concours, il avait parfaitement réussi. La réalité montagnarde de Tintin, elle est comme toutes les belles histoires de montagne, elle est férocement critiquable. Je veux dire, un spécialiste montagne peut se pencher sur Tintin en disant c'est invraisemblable, on s'encorde pas comme ça, qu'est-ce que c'est que ce type qui arrive au Népal, qui commence à progresser dans la neige, qui a jamais... Bon, tout ça, c'est à balayer, je veux dire, c'est pas là le problème. C'est sur le fond et sur ce qui en retrans, ce qui s'en dégage de cette image de montagne que tout se joue. Nous retourner, Saïd. Plus rien à faire ici. Ami de toi mort. Toi me croire, Saïd. Et puis, Saïd, même si tu chantes du vent, où cherchez-lui? Regarde, où? De ce côté-ci? De ce côté-là? Ici, Tintin se bat avec les éléments. Et effectivement, les éléments sont plus forts que lui. C'est peut-être le moment dans les aventures de Tintin où la force de Tintin, sa force héroïque, commence à être mise en péril. Longtemps, Hergé a fait de Tintin une espèce de surhomme, quoi. C'est quelqu'un qui sait tout faire, il sait piloter les avions, résoudre les énigmes, vaincre les mauvais. Et là, il se trouve confronté à quelque chose qui est plus puissant que lui. Hergé le confronte finalement, je vais dire, à un grand sentiment de la nature, mais une nature qui n'est pas du tout la jolie nature, enfin la nature au sens un peu bellâtre qu'elle peut parfois avoir dans certains récits où on veut la tirer du côté de la joliesse. Non, c'est la nature qui est du côté de la force. Dans Tintin au Tibet, il y a une planche qui m'a toujours fasciné, que j'aurais aimé d'ailleurs un jour voir chez moi comme un fétichiste tintinolâtre que je suis. C'est la tempête de neige dans la nuit où Tintin se perd, emporté par les tourbillons du vent
et des millions de flocons qui tournent dans toute la planche. J'ai toujours été fasciné parce que j'ai toujours eu l'impression que la tête de Tintin était un de ces flocons, avait toujours été une petite boule blanche assez simplette comme ça, et que là, Tintin proliférait. Tintin se multipliait à l'échelle du paysage. Il se perdait, mais en même temps, il ne se perdait pas. Il s'incarnait. Ça va mal. On ne voit plus à 10 mètres devant soi. C'est stupide. J'aurais dû rester dans la grotte en attendant que ça cesse. Je ne sais plus du tout où je suis. Quand vous êtes dans les hautes montagnes, quand vous êtes dans quelque chose d'aussi dégagé de tout, de toute contingence, etc., il ne s'agit pas de faire une péripétie secondaire. Chaque péripétie doit avoir sa nécessité propre, et au fond, les nécessités les plus puissantes, c'est celles qui viennent des personnages eux-mêmes. Et peut-être que ce qu'il y a de plus beau dans Tintin au Tibet, c'est le débat permanent entre Tintin et Haddock. Et je crois que ce débat entre les deux personnages, c'est le cœur de l'album, et la montagne, c'est le théâtre de cet affrontement où leur amitié va se resserrer. Eh bien, j'irai seul s'il le faut. Mon ami est en danger. C'est moins que jamais le moment de l'abandonner à son sort. Allez chercher votre Chang aussi loin qu'il vous plaira, jusque sur la planète Mars si ça vous chante. Moi, 1000 millions de 1000 sabords, je boucle mon baluchon. Au fond, je n'aurais pas dû le laisser partir seul, pourvu que rien n'arrive. Tintin essaie de rencontrer l'autre constamment, pendant des années et des années, que ce soit un Chinois, un Indien. Où est l'autre? Où se cache l'autre? On prend prétexte du petit Chang, mais derrière Chang, il y a vraiment le grand autre, c'est l'abominable homme des neiges, c'est-à-dire un être humain et animal, qui est vraiment l'altérité. Et c'est ça que, finalement, Tintin rencontre. Le Yéti, je le vois. Il vient de surgir derrière un pan de rocher, là-bas. Hergé a longtemps hésité à montrer le Yéti. Et au sein même du studio Hergé, à l'époque, il y a eu tout un débat. Est-ce qu'on allait montrer le Yéti, ou est-ce qu'on allait construire tout l'album sur cette absence? C'est-à-dire le fait qu'on verrait les traces du Yéti, l'ombre du Yéti, qu'on entendrait le cri du Yéti, mais qu'on ne le représenterait jamais. Et ça avait quelque chose de séduisant, c'est une solution très, très, très ingénieuse, mais en même temps, Hergé s'est dit, il y aura comme une déception, et ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas de jouer avec une image comme celle-là, c'est plutôt de montrer que ce Yéti n'est pas aussi abominable qu'on le croit. La plus grande rareté, c'est ce que trouve Tintin là-haut. Il trouve que celui qu'on appelle l'abominable, l'homme abominable, l'abominable homme des neiges, est un homme bon. Et c'est quand même une très grande rareté que de dire tout à coup que c'est précisément l'abominable qui est bon. Voyez ? Et je crois qu'il y a là une leçon de morale extraordinaire. L'abominable est bon. C'est ça la leçon de Tintin au Tibet. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? C'est cette immense rareté qu'est cette leçon de morale. Si nous apprenions, nous, que les hommes les plus abominables sont bons, alors le monde deviendra un paradis. Voilà, à l'heure de vous présenter nos vœux, si j'osais paraphraser Michel Serres, je vous dirais tout simplement qu'on vous souhaite une année 95 vraiment abominable. France 3 nous ayant proposé quelques minutes supplémentaires pour cette dernière émission de l'année, nous avons souhaité vous présenter un bouquet d'images, quelques-unes des plus belles images de montagne de ces derniers mois. Et ces images, nous les avons associées tout simplement à une chanson de Jean-Louis Murat. Elle s'appelle Montagne. Entre Murat et la montagne, c'est une belle histoire d'amour. Je suis heureux, ça c'est montagne. Amoureux, ça c'est la montagne.
Je suis montagne. Tu peux au mieux mettre ta pagaille. Tu peux au mieux brouiller les détails. Je pense à ce que tu as mis entre nous et la montagne. Tu joues au jeu de la plus grande faille. Tu peux au mieux engager la bataille comme les vieux. Neige éternelle, tu dis détail. Tu es le sel de ma montagne. Envoie j'ai dans les yeux le bleu de l'eau des montagnes. Dans ma voix, l'accent des gens de montagne. Pleine en feu. Je vois peu à peu le vent joyeux que je sois heureux. Tu te dis égal. Moi je suis malheureux que tu n'aimes pas la montagne. Tu peux de la plaine venir du Randall. Oh, ce n'est pas demain que tu vas ouvrir la faille. Je ne crains pas d'engager la bataille. Je suis de François le vassal. Malheureux, seul sur la montagne. Tu préfères ta limagne. N'oublie pas que ici, mon vrai nom c'est Bercail. N'oublie pas que ici, mon vrai nom c'est Bercail. Montagne, extrait du dernier disque de Jean-Louis Murat.
Pendant 2 semaines, nous n'aurons pas rendez-vous le samedi à 17h40. Nous laisserons en effet la parole aux aventuriers du Dakar et à Pascal Sanchez qui, chaque soir, vous fera revivre la journée de compétition. Notre prochain rendez-vous, ce sera donc le samedi 21 janvier et nous ferons connaissance à cette occasion avec le seigneur du Vignemale. Il s'appelait ce seigneur Henri Russell et il fut dans la seconde moitié du siècle dernier un baroudeur infatigable parcourant de l'Amérique à l'Asie des dizaines de milliers de kilomètres. Sa gloire pourtant, il la bâtit dans les Pyrénées en découvrant le site du Vignemale auquel il décida de consacrer le reste de sa vie. C'est ainsi qu'il fit creuser à 3000 mètres d'altitude toute une série de grottes et y organisa des fêtes très mondaines. Henri Russell fut à sa manière un grand pyrénéiste, même si sa mémoire a été quelque peu délaissée. Toute l'équipe de Montagne se joint à moi pour vous souhaiter une année 95 faite de joie, de santé, de réussite, une année au sommet en quelque sorte. Alors pour mieux y parvenir, voici le dernier né de chez Glénat, le guide des grands sommets par Pascal Tanguy et Pascal Sombardier. À toutes et à tous, excellente fin d'année 94. On se retrouve le samedi 21 janvier à 17h40 sur France 3 bien sûr. Au revoir.